On va commencer. Bon, merci à tous de vous être rendus disponibles pour ce webinaire qui a un format particulier par rapport à ce que vous avez pu connaître auparavant. Ce ne sera pas forcément très descendant. Donc la durée va surtout dépendre du volume de questions que vous avez par rapport au questionnaire qu'on vous a diffusé il y a 2 semaines. Voilà, je vais rappeler juste en préambule quelques petits principes par rapport à ce questionnaire et puis on rentrera dans la session de questions-réponses. Donc l'ordre du jour, surtout un grand temps prévu sur la séance de questions-réponses, pendant que la personne continue à se connecter. Hop, je te fais rentrer. Et puis quelques éléments très rapides d'actualité sur les nouveaux référentiels d'identification électronique. Je ne sais pas si certains l'ont vu, c'est très très frais puisque c'était vendredi soir. Et puis, un petit rappel sur le lien avec le programme Seigneur numérique et Open 2, avec notamment certaines choses qui commencent à se dessiner sur la suite d'Open 2. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail parce qu'on va attendre que ça soit signé par décret, etc. On n'est pas à l'abri de modifications. Mais voilà, je voulais vous donner un petit peu de visibilité déjà sur ce qui a tendance à émerger sur le sujet de la suite Open 2, en lien avec ce chantier identification électronique des professionnels. Si j'avance. Hop. Donc avant de passer aux questions, juste un petit rappel. Alors je l'avais déjà mis dans le mail. Donc voilà, on est bien sur un questionnaire de maturité, non pas à vocation d'évaluation. Donc entre guillemets, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ce que vous allez faire. Euh, c'est surtout pour mieux comprendre la situation en région Bourgogne-Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Pour derrière ensuite dresser des profils d'accompagnement, alors sur des axes qui restent à définir, ça va surtout dépendre des premières analyses qu'on va pouvoir faire. On a déjà imaginé par exemple des profils avec des établissements qui auront des profils techniques un peu plus matures que d'autres, des établissements au contraire qui seront un peu plus matures sur le volet organisationnel. Voilà ces éléments-là pour ensuite dresser donc à partir de février-mars, des plans d'action déclinés par profil, selon votre typologie, pour voilà, essayer de faire émerger, entre guillemets, des plans d'accompagnement standardisés selon vos profils, qui viendront ensuite se compléter, comme vous le connaissez aujourd'hui, par des accompagnements individuels de la part des chargés d'animation territoriale du grade sur cette thématique-là, plus potentiellement des experts grade en fonction des besoins d'appui ponctuels que vous auriez. Donc voilà, n'hésitez pas à être le plus transparent possible sur vos réponses. On s'en sert pas du tout comme bon ou mauvais élève. C'est vraiment pour bien essayer de comprendre où vous en êtes et derrière vous proposer l'accompagnement le plus personnalisé possible. Je précise que cette diapo-là, c'est une dimension nationale, hein, c'est pas qu'une démarche régionale. Donc, on va aussi se nourrir des évaluations qui sont faites dans les autres régions pour pouvoir dresser des profils types. Du coup, on en vient à la séance de questions-réponses. J'espère que tout le monde avait pris connaissance du questionnaire pour que ça soit le plus efficace possible et que vos questions soient les plus pertinentes possibles. J'ai quand même remis, pour structurer les discussions, les questions dans des slides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner à main levée. Ça sera mieux organisé. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va parcourir chaque thématique. Et puis du coup, sur chacune des thématiques, si vous avez des questions, vous levez la main, puis on prendra dans l'ordre des levées de main. Donc première thématique qui était dans le questionnaire, c'était toute la notion de cycle de vie des identités. Donc, d'une part, le référencement des identités dans un répertoire unique. Donc, pour beaucoup, c'est l'Active Directory, mais pas que, hein, on n'oblige pas à ce que l'Active Directory soit le répertoire unique. Euh, la partie gestion des activités. Donc là, c'est plutôt du processus de rattachement d'identité nationale
aux identités locales. Et puis, la gestion des comptes utilisateurs. Donc voilà, là où vous allez notamment affecter des identifiants de connexion, des choses comme ça. Voilà, donc on est plutôt sur une logique de base de connaissances d'identité, base de connaissances de compte, et faire en sorte que tous ces cycles de vie-là soient le plus à jour, le plus géré, le plus processé dans la trajectoire cible de cycle de vie des identités. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette première partie pour ceux qui sont présents aujourd'hui? J'espère par contre que je vois les mains levées. Je suis en plein écran. Hop, j'autorise. Côté grade, pardon, il y a des mains levées ou pas? Je vois pas du tout. Genre, soit je suis à l'aveugle, Non, soit il n'y a pas de mains levées. non, Ok, c'est bon, il n'y a pas de questions à cette ok. étape. Merci. Donc du coup, bah, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'avancer. Donc au-delà du volet, on va dire, plutôt organisationnel, hein, qui est le cycle de vie des identités, le deuxième volet qui est questionné, c'est la notion de services numériques sensibles locaux. Donc ça fait écho avec la présentation qu'on avait fait en novembre, pardon, sur la présentation de la PGSACIS, et notamment effectivement qu'aujourd'hui c'est surtout ces services numériques sensibles qui sont ciblés hein, par rapport à cette augmentation de sécurité pour l'accès aux données de santé. Donc ce qui est important, bah, c'est d'une part déjà que vous connaissiez votre périmètre de services numériques sensibles locaux, donc c'est le volet identification. En ayant en prérequis effectivement la connaissance de la définition d'un service numérique sensible locaux, donc qui est dans la PGSSIS, hein, pour rappel. Et puis, une fois que vous avez identifié ces services locaux, bah, c'est de comprendre aujourd'hui comment vous voulez gérer, notamment en thématique d'accès à ces services. Donc, ça va être tous les processus d'habilitation que vous pouvez gérer à travers ces outils. Est-ce qu'il y a des questions sur ce volet qui est un peu plus technique, en tout cas, que le premier volet organisationnel? Oui, monsieur Oussalem. Oui, bonjour monsieur. Yannick Houssalem, responsable du centre hospitalier de Joanny, au SAMU informatique. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir les références pour chaque rubrique du lien qui va vers le corpus documentaire de la PGSSIS associée. Alors, ça peut être faisable sur certains. Après, effectivement, la partie habilitation, elle n'est pas traitée, par exemple, dans le référentiel d'identification électronique, mais elle est traitée par ailleurs. Donc, il faudrait qu'on regarde et vous mette effectivement peut-être ces liens-là dans le fichier Excel qu'on vous a transmis. On ne le mettra pas dans le questionnaire en ligne, mais dans le fichier Excel qui est un peu le support d'accompagnement. On va essayer de regarder si on peut compléter. Ouais. Parce qu'effectivement, quand je recherche, par exemple, identification des services numériques ou gestion des services numériques des utilisateurs, on va retrouver un peu de briques dans pas mal de documents. Alors, ils ne sont pas contradictoires, mais il arrive parfois que les informations ne se croisent pas tous dans le même sens. Alors, Ok. je vous remercie. C'est bien noté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette thématique? Non. Eh bien, écoutez, on avance. Thématique numéro 3, qui va concerner pour le coup là vraiment un volet technique pur, qui est le droit et accès des identités numériques aux différents services sensibles.
Donc on va avoir tout un volet autour des questionnements autour de l'authentification et notamment la mise en place d'un point de vue technique, dans un Allô? premier temps, d'un point de vue Oui, technique, du dis-moi. 2FA. Dis-moi. PA c'est ça? Donc, alors, Les VLAN, c'est ça, toi? si vous pouvez couper votre micro pour ceux qui, je sais pas, qui a son micro d'activer. Donc un volet technique sur le 2FA avec une répartition selon deux profils utilisateurs, les utilisateurs professionnels de vos services hospitaliers, et puis ce qu'on a appelé les comptes à privilèges, donc qui sont encore plus sensibles, on va dire, parce qu'ils ont potentiellement des habilitations plus larges que les professionnels de santé au sein de vos structures. Donc voilà, on a distingué les deux niveaux. Parce que potentiellement, on a eu écho que dans les établissements, il pouvait y avoir des niveaux de sécurisation différenciés selon ces deux profils. Euh, une question autour du fournisseur d'identité locale. Deux questions, pardon. Alors, une question qui parle plutôt de la notion de mise en place d'un protocole OpenID Connect. Donc, pour rappel, hein, c'est le protocole qui est porté par ProSanté Connect. Donc voilà. Et du coup, par rapport à celle-ci, en fait, en fonction de votre réponse, on va aller creuser et essayer de voir si, au-delà de l'OpenID Connect, vous avez mis en place un SSO pour, entre guillemets, traiter la connexion, non pas à la maille des logiciels, mais plutôt à la maille de votre système d'information. C'est d'autant plus pertinent, par exemple, si vous avez plusieurs services sensibles. Ce qui vous évite de définir une stratégie par logiciel, mais plutôt une stratégie à la maille du système d'information, pour harmonisation des pratiques, notamment de connexion. Une petite question, alors sur le ISSO, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde la notion de ISSO. Adrien, tu me compléteras si je dis une bêtise. La notion de ISSO, c'était surtout la logique effectivement de pré-remplissage, de login mot de passe, etc. On est plutôt sur une fonctionnalité ergonomique pour les utilisateurs. Faire en sorte qu'il y ait certaines choses qui soient pré-remplies, notamment dans une thématique 2FA, où demain il y aura cette notion de login mot de passe plus un autre système. Il peut être intéressant de mettre en place cette logique de pré-remplissage, puisque de toute façon il y aura la deuxième barrière qui sera là en contrôle pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui s'y connecte. Et dernière question autour de ProSanté Connect. Alors, il n'y a pas d'obligation hein, d'avoir ProSanté Connect. C'est plus une question pour comprendre si vous êtes inscrit dans la trajectoire ProSanté Connect, notamment dans la logique où les services nationaux auront vocation demain à faire de ProSanté Connect le fournisseur d'identité privilégié. Donc voilà, vous, en fonction de vos stratégies, il y aura potentiellement un alignement ou un désalignement avec la trajectoire nationale, qui n'est pas rédhibitoire sur la consultation du DMP, hein, parce que pour rappel, pour la consultation du DMP, il y a une solution d'identification indirecte qui est mise en place, donc la méthode R, qui permettra de pallier à ce désalignement. Après, dans une trajectoire idéale, il est toujours mieux d'être aligné avec la trajectoire nationale pour éviter d'avoir justement ces solutions un peu de contournement qui sont disponibles aujourd'hui, mais qui potentiellement, je dis bien potentiellement, ont vocation à disparaître à un moment donné. Est-ce que sur ce sujet très SI, pour le coup, il y a des questions? Euh, Tiens, je crois qu'il y a quelqu'un qui était resté en salle d'attente. Pas de questions non plus sur ce sujet-là. Je passe à l'avant-dernière thématique, qui est la notion de MIE et sensibilisation. Donc là, on est vraiment plutôt sur un axe tourné usage, organisationnel, métier.
Euh, Puisque auparavant, on a surtout vu les briques techniques, et maintenant, l'idée, c'est de voir, à travers ces dernières questions, qu'est-ce qui est vraiment mis en place d'un point de vue opérationnel dans vos structures. Donc le volet usage, donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui les professionnels de santé utilisent déjà du 2FA dans vos établissements? Bon, ça va être très corrélé à votre réponse hein, technique, hein. Si vous n'avez pas mis en place des connexions par 2FA, il y a peu de chances qu'ils utilisent un 2FA pour se connecter à vos outils. Euh, le volet réglementation, puisque aujourd'hui il est demandé de mettre en place du 2FA. Mais dans le cadre de la réglementation PGSACS, il est notamment demandé de mettre en place du 2FA qui soit sur un niveau de sécurité minimum substantiel ou élevé. Donc ça fait écho à la réglementation EDAS. Donc c'est pour ça qu'on vous pose la question. Parce qu'il peut exister des 2FA qui soient sur un niveau de sécurité plus faible que le substantiel ou élevé. Et dernière thématique, tout ce qui est volet sensibilisation. Donc, est-ce qu'il y a des programmes de sensibilisation auprès des professionnels de santé? Est-ce qu'il y a des campagnes d'information sur les services numériques sensibles et pourquoi il ne faut pas filer les codes de sa ICPS à son collègue? Voilà, entre autres. Et puis, surtout ça, ce qui est très important, la question 29, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de remontée des retours utilisateurs qui sont mis en place? Alors pourquoi cette question? Parce qu'en fait, on se rend compte que souvent, les utilisateurs vont contourner les règles de bon usage de la CPS, de la ICPS, etc. Parce que bah, ils ont des problèmes d'accès avec leurs propres moyens d'identification électronique. Et donc, comme ils ne peuvent pas attendre que le sujet soit corrigé, qu'ils ont besoin d'avoir accès au dossier, etc., ils vont demander les MIE du collègue pour pouvoir se connecter, etc. Donc, plus il y a des circuits, entre guillemets, de remontée d'informations standardisé, connu de tous, plus vite il y a des possibilités de chance de correction et d'ajustement des problèmes d'accès. Est-ce que sur cette thématique qui ne touche pas que les DSI, hein, pour le coup, là on est beaucoup plus large que la notion de DSI, il y a des questions? Oui, alors je sais pas qui veut ça côté ADLCA, j'ai plusieurs prénoms. Alors, je sais pas si vous parlez, mais on vous entend pas. Effectivement, on ne vous entend pas. Sinon, mettez votre question dans le chat si vous avez un souci de son. En attendant, est-ce que d'autres personnes avaient une question sur ce sujet-là? Oui, Madame Labrie, Monsieur Oui, Labrie, pardon. oui, c'est Camille. Oui, bonjour à tous. Du coup, j'avais juste une question concernant notamment par exemple la question 24, quand on demande si les professionnels de structure ont-ils recours à un moyen de MIE multifacteur pour accéder aux services numériques sensibles. Dans le questionnaire, en effet, on voit qu'il y a plusieurs réponses possibles. Oui, systématiquement, oui, ponctuellement. Par contre, à aucun moment donné, on définit le ponctuellement, puisqu'en fait, alors je ne sais pas comment on va derrière corréler l'ensemble des questionnaires, etc. Mais si ça concerne uniquement, par exemple, notre messagerie électronique, notre messagerie professionnelle, enfin, je ne suis même pas sûr que ça vaille le coup de mettre oui ponctuellement, en fait. Je ne sais pas, en fait. Du En- coup, je me en- pose la question, parce qu'en fait, on a tous des dizaines et des dizaines d'applicatifs connectés au système d'information. Tout à fait. Et du coup, je ne sais pas, alors je comprends bien qu'il est question des applications et des services numériques dits sensibles, mais en l'occurrence, entre le oui ponctuellement, on pourra avoir une application sur 100, c'est oui ponctuellement, et enfin, vous voyez ce que je veux dire, Ah, c'est pas la, gradué? ouais, voilà, la granularité dans la précision de la réponse me paraît un peu assez faible. Donc, je ne sais pas ce que derrière les questionnaires, comment vous allez les corréler et ce qui va en être fait. Mais du coup,
je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de granularité. Après, c'est pas une critique négative, hein, mais du coup, là, typiquement, moi, je mettrais oui ponctuellement, alors qu'en fait, le ponctuellement, il est pas vraiment mesuré, quoi. En fait, c'est ça que je veux dire. Mhm. Bah, c'est vrai qu'en première intention, nous, ce qui nous intéressait, c'était effectivement de comprendre si aujourd'hui il y avait une stratégie déjà d'ensemble sur l'ensemble de vos services numériques sensibles, ou est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, vous étiez sur un travail, on va dire, parcellaire, dans le sens où vous y allez progressivement, service par service, pour mettre en place ce 2FA. Donc là, effectivement, dans cette approche-là, le niveau de granularité qu'on avait proposé était suffisant. Après, effectivement, oui, vous avez complètement raison. Si vous avez 30 services numériques sensibles et puis qu'il n'y en a qu'un seul sur les 30 qui est en 2FA et le reste n'est pas en 2FA, c'est différent que si vous en avez un sur 5, quoi. Ouais, tout à fait. Euh, Donc, du coup, dans cette démarche-là, si par exemple, quelqu'un qui en a 29 sur 30 va mettre oui ponctuellement, parce que ça ne sera pas oui systématiquement, et celui qui en a 1 sur 30 va mettre oui ponctuellement aussi. Donc, du coup, c'est en ça où ça peut. Ouais, Ouais, ouais. je Bah, sais pas, hein, nous, ce qui nous malheureusement. intéresse, c'était surtout cette notion de stratégie globale ou stratégie par applicatif. Euh, donc, à travers la réponse que vous ferez, on pourra l'exploiter comme ça. Après, effectivement, dans la logique d'aller creuser, où est-ce que vous en êtes précisément, là, on va être sur du spécifique presque établissement. Et donc là, on va rentrer dans l'accompagnement de proximité pour aller creuser avec vous ces enjeux-là. Et on est presque sur une étape d'après. Très bien, bah, écoutez, merci à vous. Alors, je sais pas si du coup, dans le chat, oui, alors, donc sur la notion de service numérique sensible, alors oui, alors pour le coup, qui traite de données sensibles, type DPI, machin. Alors la définition, elle est rappelée dans la PGSSIS. Je l'avais présentée la dernière fois en webinaire en novembre. Donc vous pouvez retrouver cette information dans les slides. Je ne sais pas si toi, si Adrien, bah, à tout hasard, tu as le temps d'aller checker et puis peut-être mettre la définition là dans le chat en réponse. C'est en cours. Voilà, donc pendant que tu cherches dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, en fait, c'est effectivement un logiciel qui manipule de la donnée de santé du coup qui contient donc un service donc c'est soit un service partagé. Donc, ce qu'on appelle service partagé, c'est un logiciel qui est ouvert à plusieurs personnes morales en même temps. Donc, rentre dans cette définition, par exemple, mon espace santé, puisque mon espace santé est accessible dans toute la France. Rentre dans cette catégorie-là des outils régionaux. Je pense à eParcours, par exemple, eTix en Bourgogne-Franche-Comté. Le DPI, typiquement, il rentre pas dans cette catégorie-là. Sauf si, par exemple pour les GHT, il est ouvert auprès des professionnels de ville, il est ouvert auprès des ES parties, etc. Par contre, du coup, le DPI devient un service numérique sensible par rapport à l'arrivée de la vague 2 Ségur. Par rapport à l'arrivée de la vague 2 Ségur, pourquoi? Puisqu'en fait, demain, le DPI, ça va être une porte d'entrée vers un service partagé. Le DPI va intégrer un service partagé qui est mon espace santé. Donc, puisque, pour rappel, hein, dans la vague 2, vous aurez les documents du DMP directement dans le DPI. Donc, de ce fait-là, le DPI, il rentre dans le périmètre des services numériques sensibles locaux. Merci Adrien. Donc voilà, donc il y a les services partagés, par transitivité les services qui intègrent les services partagés. Et après, il y a une notion de service non partagé, mais qui adresse un périmètre large, soit de professionnels, soit de patients. Donc vous avez les critères là dans le chat pour plus de précision sur les chiffres.
Euh, alors pourquoi a été rajoutée cette notion de service non partagé? En fait, il faut comprendre que c'est plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de patients suivis, plus il y a de patients suivis, plus c'est intéressant à venir hacker entre guillemets le logiciel pour récupérer le maximum de données. Et puis plus il y a de professionnels de santé, bah, plus entre guillemets il y a de portes d'entrée pour un hacker de récupérer un compte d'accès à l'outil. Donc voilà, c'est pour ça que ces logiciels à grande échelle d'exploitation ont été rajoutés. Voilà, l'enjeu, voilà, l'idée, c'est de sécuriser ces services sensibles avec des moyens de connexion plus robustes que ceux d'aujourd'hui pour éviter un accès trop facilité pour les cyberattaquants. Voilà, donc j'espère que ça a répondu, je vois le merci. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Bonjour, monsieur oui, Keller. Oui. oui, j'aurais une petite question concernant la double authentification. Alors, bon, d'un point de vue en fonction du responsable et autres, et du niveau de sécurité qu'il a besoin, ça, il n'y a pas de souci. En général, l'utilisateur a un portable professionnel, mais il va arriver à un moment donné où d'autres utilisateurs vont avoir ce besoin de double authentification mais n'auront pas de téléphone portable professionnel pour l'utilisation d'applications telles qu'Authentificator et tout, et ils seront en droit, je dirais, de dire non à l'installer sur leur application, sur leur téléphone personnel. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors effectivement, là vous arrivez sur des questionnements autour de quel MIE, quel moyen double facteur on met en place. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de MIE imposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement le choix du téléphone portable à travers, entre autres, la ICPS. Vous avez le choix d'utilisation des cartes CPS. Vous avez le choix, donc là on anticipe un petit peu la suite avec le nouveau référentiel qui est sorti vendredi. Vous pouvez par exemple prendre des clés FIDO. Donc voilà, donc entre guillemets, pour répondre à votre Ah, mais question, ça a un coût aussi. tout à fait. Alors bah, vous anticipez aussi la suite de la présentation. Ah, d'accord. Euh, Effectivement, toutes ces notions d'équipement, entre guillemets, en fonction de vos choix MIE, pourront être couverts demain à travers des programmes de financement. Ça arrivera à la suite de la présentation. Donc voilà, donc pour D'accord. répondre à votre question, en fait, le téléphone portable est une piste de réflexion, mais il n'y a pas que ça. Vous avez la possibilité de travailler d'autres moyens de connexion. Et donc du coup, ça fera écho avec la suite de la présentation. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du nouveau Ok. référentiel qui est sorti, puisqu'il est sorti vendredi. Donc j'ai regardé rapidement ce week-end, mais j'ai pas eu le temps de consolider pour vous présenter ça de manière sèche aujourd'hui. Je pense qu'on organisera un temps avec l'ANS sur le nouveau référentiel début d'année prochaine, puisque pour l'instant il est encore en concertation. Donc c'est pareil, aujourd'hui entre ce qui est présenté et puis la fin de la concertation, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le téléphone portable n'est pas la seule vérité, et vous avez un panel de solutions possibles que vous pouvez mettre en œuvre. Ok, d'accord. Super. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Eh ben, je vous propose de passer à la dernière partie que j'ai. Alors, je l'ai isolée volontairement dans la présentation par rapport à ce qui est présent dans le questionnaire. Pourquoi? Parce que c'est une question qui va au-delà de la sensibilisation des professionnels de santé. C'est vraiment une logique de mise en place d'une gestion établissement de cette thématique-là. On l'a vu hein, à travers la question. Il n'y a pas que il y a pas que des questions techniques, il n'y a pas que des questions DSI. Il y a des questions qui vont concerner d'autres services, RH entre autres, autour de l'enregistrement, dans les bases notamment. Donc il faut vraiment insister auprès de vos directions. On fera sûrement aussi un message côté RS auprès de vos directions pour aborder ce sujet-là, sur le fait que ce travail-là
il doit être mené de concert par l'ensemble des services hospitaliers et pas uniquement que côté DSI. Il faut que votre direction soit sponsor de ce changement-là. Donc voilà, moi je voulais juste l'isoler, le mettre en évidence pour le rappeler. Et on adressera un message côté ARS auprès de vos directions pour que vous puissiez trouver un relais en interne de vos établissements auprès de vos directions sur cette thématique-là. L'idée étant que ça soit effectivement intégré dans les instances de pilotage stratégique de la structure, ça devienne un vrai projet structurant hospitalier, au même titre qu'on peut l'avoir par exemple quand il y a un changement de DPI où les éléments sont suivis de manière critique, parce que ça impacte l'ensemble de l'organisation. Là aussi, ça impactera l'ensemble de l'organisation, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il faudra sécuriser vos DPI pour préparer l'arrivée de la vague 2. Et donc, ça veut dire un changement d'usage quotidien pour les professionnels de santé, pour leur connexion au DPI. Est-ce que ça amène des remarques, ce passage-là? Non? Bah, écoutez, hop, pardon, je vais trop vite. Donc du coup, s'il n'y a pas d'autres sujets, alors n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, de m'écrire. Vous avez tous mon mail normalement. En tout cas, elle est dans l'invite. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questionnements pour qu'on puisse apporter des éléments de précision. Euh, Sur les actualités, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a trois référentiels qui sont en cours de mise à jour, donc qui sont soumis à concertation. Je vous ai mis le lien dans le support, je vous diffuserai le support juste après. Euh, donc c'était les trois référentiels qui étaient opposables et qui, notamment, si je fais le focus sur les personnes physiques, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y avait notamment une notion d'être en conformité en fin d'année 2025, notamment sur la notion de mise en place du 2FA. Donc voilà, donc ça le calendrier est en train d'être ajusté. Il y a un nouveau calendrier qui est proposé dans la concertation du numérique en santé. Ce calendrier-là, c'est plutôt une mise en conformité double facteur pour fin d'année 2026, donc un report d'un an. Euh, c'est une mise en conformité pas forcément totale, puisque ce référentiel induit une notion de mise en conformité avec réserve pour fin 2026, avec une cible de mise en conformité totale, donc sans réserve, pour fin 2028. À confirmer en fonction de ce qui sera dit dans les résultats de concertation. Mais en tout cas, voilà, c'est la proposition qui est aujourd'hui sur la table. Donc voilà, je vous encourage à regarder ce nouveau référentiel-là, à potentiellement participer à la concertation. Si vous voyez des choses qui ne sont pas complètement cohérentes avec les travaux que vous avez commencé à initier sur ces sujets-là. L'idée étant que le référentiel puisse sortir en T1 2026 de manière officielle, et c'est ce document qui fera foi pour le planning de mise en œuvre et les stratégies de mise en œuvre opérationnelles, etc. On parlait de financement tout à l'heure, donc ça c'est la nouveauté. Donc on a bien conscience, hein, effectivement, que ces sujets-là nécessitent du temps. Donc quand je dis temps, c'est du jura. Nécessitent de l'équipement. Donc on l'a dit tout à l'heure, par exemple, si vous partez sur du CPS, bah, il faut équiper en boîtier, en lecteur de cartes. Si vous partez sur des téléphones portables, bah, il faut qu'il y ait des équipements en téléphone pro. Les clés FIDO ont un coût aussi. Des solutions propres que vous voudriez mettre en place auront potentiellement un coût. Euh, donc du coup, le national a réfléchi à tout ça. On fera un temps de présentation dédié Open 2 hein, en janvier. Comme je vous disais en début de réunion, là je vous fais un teasing du sujet. Je rappelle que c'est un projet. Il n'y a encore rien de validé. Mais voilà, au moins vous avez un début de visibilité sur ce qui se profile. Et on fera un webinaire début janvier quand les textes seront entérinés, qu'on aura la version 2 sur définitive.
Voilà. Donc, en tout cas, il est bien prévu de couvrir à travers Open 2 deux notions. Alors, il y a une notion que j'ai pas remis là, qui va plutôt être la notion de prise en charge de vos frais d'équipement, avec des barèmes hein, de prise en charge et puis des plafonds maximum. Donc aujourd'hui, ils sont pas encore complètement définis ces plafonds, donc c'est pour ça que je vous les présente pas aujourd'hui. Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui sera prévu. Euh, pour rappel, j'avais déjà dit en novembre, si vous voulez engager des frais, attendez plutôt 2026 pour engager ces frais-là, puisqu'en fait, c'est les frais 2026 qui pourront être pris en charge dans le cadre d'Open 2 phase 2. Tant que le décret n'est pas sorti, tous les frais que vous avez engagés antérieurement ne pourront pas être pris en charge. Donc le décret, il est censé sortir fin décembre. Donc du coup, on pourra commencer à comptabiliser vos dépenses autour de cette thématique identification, authentification à partir de janvier. Et puis donc un volet usage hein, qui nécessite du temps homme. Et donc là, vous avez un début de projection d'objectifs, alors qui reste à affiner. Hein. Pour l'instant, ça reste des grandes thématiques. Il faudra qu'on mette après des objectifs chiffrés derrière ça, notamment le national. Mais voilà, ça vous permet de vous projeter un petit peu sur ce qui est demandé avec une année 2026. Je précise, parce que c'est pas écrit là, on est plutôt sur mi-2026, mi-2027 et mi-2028. Puisque les calendriers Open 2, puis SunOS, vous les connaissez, pour ceux qui ont participé, on est sur des délégations budgétaires en fin d'année. Donc on a besoin d'avoir les résultats en amont pour savoir combien on peut vous déléguer financièrement. Donc on va dire à une année, une demi-année 2026, premier semestre 2026 plutôt de préparation de ce travail-là. Donc a priori, je dis bien a priori, il vous sera demandé une note de cadrage de ce chantier qui doit couvrir à minima les thématiques qui sont là. Alors quand on regarde les thématiques, hein, ça recoupe beaucoup avec le questionnaire. Hein. Donc c'est pour ça que la réponse au questionnaire aura vocation à être un prérequis au programme Open 2. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui sur ces éléments-là, puisque je risque de vous présenter des choses qui vont peut-être bouger d'ici janvier. Mais au moins, ça vous donne une idée de ce qui se profile. De sûr, il y aura des financements de prévus pour vos équipements, pour vos temps hommes consacrés à ce sujet-là. Et après, sur les objectifs plus précis, on sera sur une logique d'inscription sur un calendrier de 3 ans, donc 2026, 2027, 2028, avec une logique de montée en charge progressive sur cette thématique-là pour arriver à 2028 à quelque chose de complètement robuste. Les prochaines étapes. Donc, prochaines étapes, donc, pour rappel, hein, il faut compléter le questionnaire de maturité avant le 19 décembre 2025. Donc nous, ça va nous servir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de travailler en janvier sur définir des profils d'établissement pour ensuite construire des plans d'action qu'on pourra vous relayer, qui nous serviront de base de discussion pour nos accompagnements terrain. Voilà, l'idée c'est de processer, de faire en sorte d'avoir une démarche le plus industrialisée possible sur ce chantier qui mélange plein d'aspects différents. Euh, je vous ferai un rappel pour ceux qui potentiellement n'auraient pas complété le questionnaire d'ici le 19 décembre. Je vous ferai un rappel si vous vous inscrivez par exemple dans le cadre du programme Open 2. Comme je vous le disais, il y aura de fortes chances que ce soit un prérequis. Donc pour ceux qui n'auraient pas complété, il faudra le compléter. Mais voilà, si on peut avoir le maximum de réponses d'ici le 19 décembre, ça permettra d'avoir une vision la plus exhaustive possible sur vos niveaux de maturité. Une petite précision, je crois qu'il y avait eu des questionnements autour de ça. Euh, on attend bien une réponse par Finesse PMSI, hein, donc à la maille de ce que vous avez connu sur Open 2 phase 1. Donc
Donc voilà, pour faire plus facilement le lien, si certaines personnes ont dans leur périmètre de réponse plusieurs établissements, il y a deux possibilités. Soit, bah, en fait, vous avez différents établissements à gérer, ils ont un niveau de maturité différent. Donc voilà, on vous encourage à remplir le questionnaire pour chacune des structures. Et puis, il peut y avoir le cas de figure où les processus sont harmonisés. C'est plutôt une logique de gestion d'ensemble des établissements. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez, je sais pas, par exemple, trois quatre établissements qui ont les mêmes réponses, vous mettez, il y a une case qui est prévue, il apparaît pas dans le fichier Excel, mais dans le questionnaire en ligne, il y a bien une petite case à la fin du questionnaire, commentaire libre, qui vous permet de noter et de mettre vos remarques. Donc vous pouvez par exemple utiliser ce bloc-là pour mettre un commentaire que les réponses valent aussi pour tel et tel établissement, ce qui nous permet, nous, derrière, de faire un copier-coller de ces réponses sur les établissements concernés, sans forcément que vous soyez obligé de compléter trois fois ou quatre fois la même chose, quoi. J'arrive au bout de la présentation. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça ou pas? Hop, j'arrête mon partage. Non, c'est tout bon pour tout le monde. Donc voilà, donc prochain jalon 19 décembre sur le questionnaire. Et je reviens vers vous pour organiser un webinaire d'une part en janvier par rapport au programme Open 2. Et puis sûrement peut-être en février, un atelier de présentation du nouveau référentiel. Je pense que la concertation sera finie d'ici là, du nouveau référentiel RIE, MIE, notamment personnes physiques, qui n'a pas d'impact hein, sur le questionnaire. Le questionnaire, les thématiques qui vous sont présentées restent les mêmes. Ça aura plutôt des impacts sur vos choix opérationnels, sur les choix de déploiement opérationnel, etc., quoi. Donc plutôt les phases d'après. Merci à tous. Je vous retiens pas plus longtemps. Bonne journée, bon début de semaine à tout le monde. Et puis je vous diffuse le support dans l'après-midi. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au Bon revoir. après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir.